Briska, 2-7, bang, RPTG, gang. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette vidéo de physique-chimie, nous allons ici nous intéresser aux réactions chimiques, mais également donc tout simplement aux transformations chimiques. Ok, voilà vous. Alors donc on va parler de réactions chimiques, transformations chimiques. Et avant justement de parler de ces éléments-là, on va donc s'intéresser à ce que c'est qu'un système chimique. En fait, un système chimique, on va considérer un système chimique comme un mélange d'espèces chimiques qui vont ou pas réagir ensemble. Ok, voilà, voilà. C'est susceptible de réagir ensemble comme c'est susceptible de ne pas réagir ensemble. Ok, et donc on va tout simplement parler de réaction chimique dès lors où justement le système chimique va évoluer, c'est-à-dire qu'il va passer d'un état initial à un état d'arrivée. Ok, voilà, voilà, un état final. Et ainsi donc la réaction chimique, on va pouvoir la modéliser par une équation. Ok, et dans cette équation, vous aurez deux éléments. Vous aurez donc d'une part les réactifs, c'est-à-dire les éléments qui sont présents avant la réaction. Vous aurez une flèche pour dire qu'il y a une réaction, okay, que ça se transforme. Et après, donc, juste à droite de la flèche, pour montrer que tout simplement, ça, c'est ce qui est produit, et ben on va tout simplement avoir les produits. Ok, voilà, voilà. Alors, l'écriture de ta réaction chimique, ok, et ben mine de rien, il va falloir qu'elle respecte deux éléments, deux conditions. Première condition qu'il va falloir que l'écriture de la réaction chimique respecte, ça va être notamment la condition de conservation tout simplement des charges électriques. Okay, c'est-à-dire qu'on doit avoir autant de charges électriques avant et après réaction. Ok, voilà, voilà. Ensuite, deuxième chose, conservation des éléments, c'est-à-dire qu'il y a autant d'éléments avant et après réaction chimique. Ok, voilà, voilà. Alors, juste, j'aimerais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les charges électriques. Donc, je lui ai dit que tout simplement, vous devez avoir autant de charges électriques au début et à la fin de la réaction. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux être plus précis, et bah, la somme des charges électriques avant réaction chimique doit être égale à la somme des charges électriques après réaction chimique. Okay, donc, la somme des réactions chimiques tout simplement des réactifs est égale à la somme des réactions chimiques des produits. Ok, voilà vous. Alors, du coup, je vais vous donner deux exemples d'équations chimiques à ajuster, ok, pour qu'on puisse un petit peu comprendre ce qui se passe, ok. Alors, du coup, voilà deux équations chimiques à tout simplement ajuster, à équilibrer. Donc, on va commencer par la toute première équation chimique. Donc, ici, vous avez, c'est l'équation chimique de la combustion du méthane. Donc, ici, vous avez du méthane à l'état gazeux plus tout simplement du dioxygène à l'état gazeux qui vont réagir ensemble de sorte à donner de l'eau à l'état liquide et du dioxyde de carbone à état gazeux. Alors donc là, quand vous avez une équation comme ça ajustée, bah là, on ne s'embête pas trop. Hein. On a juste la conservation des éléments à appliquer. Parce que là, au niveau des charges, on voit que la somme des charges, elle est, enfin, dans tous les cas, elle est nulle. C'est-à-dire qu'au niveau des réactifs, on a enfin, ça vaut 0. Ok, la somme des charges, elle vaut 0. Et au niveau des produits, la somme des charges, elle vaut 0. Donc déjà, on est tranquille avec ça. Maintenant, il va falloir quand même vérifier si à chaque fois, on a un bon nombre d'éléments qu'il faut. Avant ou bien après réaction. Donc au niveau des éléments carbone, je vois qu'au niveau des réactifs, j'en ai un. Ok. Au niveau des produits, j'en ai un. Bon, pour l'instant, on est dans les clous encore. Ok. Au niveau des éléments hydrogène, au niveau des atomes d'hydrogène, je vois que j'ai 4 atomes d'hydrogène avant réaction. Et après réaction, j'ai 2 atomes d'hydrogène. Bon, bah déjà, vous voyez bien que ça coince un peu. On ne peut pas avoir d'un coup 4 atomes d'hydrogène avant réaction et après qu'il ne reste que 2. Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après réaction, eh ben, on a également 4 atomes d'hydrogène. Donc ça veut dire qu'on va multiplier par 2 le nombre d'atomes d'hydrogène présents avant et après, enfin après réaction, ok. Donc présent au niveau des produits. Donc si je multiplie par 2 le nombre d'atomes d'hydrogène au niveau des produits, c'est-à-dire que je multiplie également par 2 le nombre d'atomes, tout simplement, que vous avez d'oxygène, ok. Voilà, voilà. Alors justement, maintenant on va s'intéresser. Alors maintenant, donc, on a équilibré au niveau des atomes de carbone, on voit qu'on a le même nombre. Au niveau des atomes d'hydrogène, on a équilibré. On a bien 4 atomes d'hydrogène avant et après réaction. Et mais au niveau des atomes d'oxygène, avant réaction, au niveau des réactifs, je vois que j'en ai 2. Au niveau des produits, je vois que j'en ai 2. Et après, j'en ai 4 en tout. Ok. Bah là, je ne peux pas d'un coup obtenir 4 atomes tout simplement d'oxygène
après la réaction. Et avant la réaction, on n'a avoir que 2, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'au départ, il y avait également 4 atomes, ok. Donc je multiplie par 2 au départ, ok. Voilà. Au niveau des réactifs, donc je multiplie par 2 et ainsi j'ai une équation qui est équilibrée. Alors bon, là je parle encore avec un langage collégien, on va dire, mais il faut savoir, et donc j'en reparlerai, on va peut-être en parler à la suite de ce chapitre, mais il faut savoir qu'en réalité on ne dit pas, enfin les nombres là qui vous sont indiqués, les deux principalement qui vous sont indiqués, en fait ça vous indique des moles, ok, ça vous indique des moles d'atomes de carbone ou bien d'atomes d'oxygène qui sont utilisés de sorte à ce que la réaction puisse se faire, ok. Là, si la réaction elle se faisait telle qu'elle est, et on aurait des réactifs ce qu'on appelle limitants, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment la réaction elle s'arrêterait, ok. Elle s'arrêterait, mais tous les réactifs ne seraient pas consommés, ok. Là, en l'état, si on avait laissé l'équation telle qu'elle est, là, ici, le réactif qu'on aurait qualifié de limitant, ça aurait été le dioxygène, ok. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand la mole de dioxygène aurait été terminée, il serait quand même resté une demi-mole de méthane, ok. Voilà, voilà. Et ainsi, donc, la réaction n'aurait pas été terminée correctement, et donc, ça aurait été bien dommage, ok. Voilà, voilà. Et on aurait eu réactif limitant. Tandis que là, dans l'état, et là, la réactive, elle va pouvoir se terminer correctement. C'est-à-dire qu'en gros, la seule mole que vous avez en termes de métal, elle va tout simplement être diminuée. Elle va être consommée de façon totale. Les 2 moles de dioxygène vont être consommés de façon totale. Et ce, de façon à produire 2 moles d'eau et 1 mole de dioxyde de carbone. Ok. Et là, vous avez une réaction parfaite. Ok. Alors maintenant, deuxième cas, le cas de l'aluminium. Ok. Enfin, de cette équation-là en tout cas. Donc vous avez de l'aluminium à l'état solide, plus un ion hydrogène, donc en solution aqueuse, qui va donner donc un ion aluminium Al3+, ok, en solution, et également donc qui va vous donner du dihydrogène à l'état donc solide, ok, voilà, voilà. Alors là, quand vous avez une équation comme ça, là il va falloir faire attention à 2 choses. Il va falloir être vigilant sur la conservation des éléments, ok, également sur la conservation des charges, ok, voilà. Donc en termes d'éléments, je vois que j'ai bien à chaque fois un atome de chaque, j'ai bien un atome d'aluminium, ok, dans les 2 cas. En termes d'hydrogène, je vois que là, j'ai un élément hydrogène et j'ai 2 éléments d'hydrogène. Donc déjà, il va falloir que je rééquilibre tout ça. Je ne peux pas d'un coup avoir une mole d'hydrogène avant la réaction et après 2 moles d'hydrogène, c'est pas possible. Donc là, ça veut dire qu'il y a également 2 moles d'hydrogène avant la réaction. Ok. Bon, là, on a conservé au niveau donc des éléments. Ok. Alors maintenant, il va falloir quand même que l'on soit vigilant sur la conservation au niveau des charges électriques. On a dit que la somme des charges électriques avant et après la réaction doit être identique. Donc là, je vois que j'ai non seulement ici 2 charges plus en gros. Ok, voilà, voilà. Et après la réaction, je vois que j'en ai 3. Donc j'ai 2 et 3, ça coince un peu. Donc on va tout faire pour obtenir le même nombre. Donc là, ici, on va multiplier d'une part par tout simplement 2. Et là, d'une part, je vais multiplier par 3. Ok, voilà, voilà. Ainsi donc la réaction va nous donner... Ainsi donc la réaction, comme je l'ai dit, ça va donner, comme je l'ai dit, ça va donner 6H+. Et après, donc pareil, donc 6H+, en solution aqueuse, voilà. Alors après, pour l'instant, l'aluminium, je le laisse tel quel, donc à l'état solide. On va voir ce qu'on en fait après si on ajoute un nombre devant ou pas, ok. Après, pour l'ion aluminium, Al3+, et là, pareil, on a dit qu'on avait multiplié par 2, ok, de sorte à avoir que la somme des charges soit égale, ok. Et après, donc, ça, pareil, sans solution aqueuse. Et après, pour le dihydrogène, il reste à l'état solide. Ok. Alors, maintenant, on regarde l'équation qu'on obtient. Donc, Al à l'état solide plus 6H plus en solution aqueuse, qui donne 2Al3 en solution aqueuse plus H2. Alors, donc là, au niveau des ions, les charges électriques, vous voyez qu'elles sont conservées dans mon équation. Là, ce que je vois, par contre, c'est que là, d'un coup, on se retrouve avec 2 atomes d'aluminium
après réaction. Et avant réaction, par contre, on se retrouve avec un seul atome d'aluminium. Donc, avant réaction, ça veut dire qu'il y a également 2 atomes d'aluminium. Ok, bravo. Donc, je vais multiplier par 2 le nombre d'atomes d'aluminium avant réaction. Et pareil, après réaction, avant réaction, je constate que j'ai 6 éléments hydrogène. Et après réaction, j'en ai que 2. Donc, je multiplie par 3 après réaction le nombre d'atomes d'hydrogène. Ok. Et donc là, ensuite, on aura 6 éléments hydrogène avant et après réaction. Ok. Alors, ces nombres-là, donc là, vous voyez que j'ai équilibré mon équation chimique. Donc c'est toute une technique. Il faut, quand vous avez des ions et des charges, enfin quand vous avez des charges électriques et des éléments chimiques, vous voyez, c'est toute une technique. C'est-à-dire qu'on va d'abord chercher à équilibrer au niveau des charges et après à équilibrer en termes du nombre d'éléments chimiques. Ok. Le plus dur, c'est d'équilibrer les charges, hein, que la somme des charges avant réaction et après réaction soit identique. Et après, vous voyez, il n'y a plus qu'à équilibrer au niveau tout simplement des éléments chimiques, ok, qui est autant d'éléments avant et après réaction. Et vous allez voir, tout est carré, normalement ça se fait rapidement. Ok. Donc voilà, normalement c'est des choses que vous devriez savoir faire. En tout cas, si vous n'êtes pas trop opérationnel là-dessus, on verra, enfin je verrai peut-être à vous tourner une vidéo sur le sujet. Mais en tout cas, entraînez-vous bien sur ce genre d'équation, ok, à équilibrer, parce que bon, c'est des petites choses qu'on peut vous demander parfois en exercice. Alors, donc, ces petits nombres d'ailleurs que j'ai ajoutés pour équilibrer l'équation chimique, bon, quand vous étiez au collège, on disait effectivement, quand vous avez une réaction chimique, il faut qu'il y ait autant de charges électriques avant et après, ou bien il faut qu'il y ait autant d'éléments chimiques avant et après réaction. Ok. Et donc ces nombres-là, ils ont un particulier, c'est les nombres stéréochiométriques. Ok. Donc les nombres stéréochiométriques, ok, voilà, voilà. Et ben en fait ces nombres-là vont vous indiquer en fait combien de moles de tel élément vont réagir ensemble. Ok, voilà, voilà. Donc là, on verra ça dans une autre vidéo parce que sinon la vidéo risque d'être trop longue. Et avant justement de parler de ce nombre stéréométrique, ok, qui va servir après par la suite, ok, enfin déjà il sert à équilibrer une équation chimique, mais vous allez voir, il va servir aussi à comprendre d'autres choses. On va parler d'évolution du système chimique, ok. Alors lors d'une réaction chimique, il faut savoir que les systèmes chimiques, il va évoluer, ok. Il va évoluer et donc l'état de ce système chimique, on va le caractériser par une température qu'on va noter grand T et sa pression petit p, ok. Et ainsi donc l'état et la quantité des espèces chimiques seront indiqués, ok. Voilà, voilà. L'état dans lequel justement chaque espèce justement se trouve, on va tout simplement indiquer comme on le faisait là, c'est-à-dire avec des parenthèses, on va mettre S pour solide. Après, on pourra mettre éventuellement L pour liquide, G pour l'état gazeux, et éventuellement AQ, ce qui signifera, donc ça sera pour une solution gazeuse. Aqueuse, pardon. Ok, voilà, voilà. Et donc, justement, ainsi, on peut retenir ce schéma-là pour décrire l'état du système chimique, ok, et pour voir un petit peu son évolution. Dans un premier temps, on va mettre les espèces qu'on a introduites, ok. Donc, on va tout simplement y indiquer l'espèce chimique et également son état, ok, voilà, voilà. Ensuite, on va mettre une petite flèche pour tout simplement dire qu'il y a une réaction chimique. Et après, donc, on va mettre l'état final. Donc là, les nouvelles espèces qui vont... Enfin, vous aurez donc les nouvelles espèces. Mais également, éventuellement, celle qui va rester. Ok, voilà, voilà. Et donc, pareil, on dit que l'état de chacune des espèces qui seront créées. Ok, ou qui va rester. Ok, voilà, voilà. Alors, bien évidemment, l'état des espèces chimiques qui vont être créées dans le sens macroscopiquement parlant. Ok. D'un point de vue chimique, je vous rappelle que rien ne se perd, rien ne se transforme. Enfin, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Ok. Ça, c'est la phrase d'Antoine de Lavoisier. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez autant d'atomes, autant d'éléments avant et après réaction chimique. Ok. C'est juste, d'un point de vue macroscopique, c'est vrai qu'il y a une réaction, il y a une transformation de la matière. Ok. C'est-à-dire la matière présente avant et après, c'est pas la même. D'un point de vue macroscopique. D'un point de vue microscopique et atomique, là on a toujours la même matière. Et c'est pour cela, enfin on a toujours les mêmes éléments chimiques. Et c'est pour cela que on a une conservation également de la masse qui est faite au niveau de la réaction chimique. Alors aussi un petit truc que l'on peut voir, c'est que dans certaines réactions chimiques, vous allez voir parfois, il y a certaines espèces qui vont être introduites dans le système chimique et qui au cours de la réaction chimique ne vont pas être transformées. Ok, ils ne vont pas subir de réaction chimique, ils vont rien subir. Et donc, dans ce cas-là, on va tout simplement appeler ça des espèces spectatrices. Ok. On aurait ça pour des ions, par exemple, des ions spectateurs. C'est-à-dire, ce sont des ions, en fait, que quand tu introduis dans la réaction, il ne va rien se passer. Ok. Il va rien se passer. C'est-à-dire qu'avant et après, vous allez retrouver exactement le même ion. Et donc, ces ions-là, on appelle ça des ions spectateurs. Et ces espèces, pareil,
on a la même chose. C'est-à-dire qu'il y a parfois des espèces, quand tu introduis dans ta réaction, et ben il n'y a pas de réaction chimique qui se fait entre elles. Et dans ce cas-là, on appelle ça des espèces spectatrices. Ok, voilà vous. Voilà vous, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.